Madame, Monsieur, bonsoir. Gestion de l'eau au Maroc pour ne pas tomber à sec. C'est le thème de notre émission ce soir. Mais avant le débat, voici l'édito. Eau, Aman en amazigh, ce même mot qui signifie sécurité en arabe est en passe de devenir la monnaie du futur. Sécurité hydrique d'abord, à même d'assurer vie à chaque être vivant et à toute économie, surtout quand le modèle de celle-ci est bâti sur le socle mouvant et ô combien aquavore qu'est l'agriculture. Et puis, disons-le, il s'agit là avant tout de la sécurité, pour ainsi dire de la stabilité. J'évoque là des exemples récents de la grogne des populations à Zagora, à Guelmim ou encore à Rachidia, loin de nous l'idée d'une mauvaise gestion de l'eau dans ces régions arides et peu agricoles. Et à l'aube de chaque été, par peur de manquer de cette ressource vitale, des Marocains crient leur détresse au risque de froisser certains. Or, pour rétablir l'ordre, il faudra gérer le stress, non pas de ces populations, mais le stress hydrique, où le Maroc figure tristement dans le top 20 de son classement mondial établi par les Nations Unies. L'appel royal de 2017, ou plutôt les alertes royales à répétition, n'activent malheureusement pas les politiques pour un plan national de l'eau urgent, pérenne et à impact, d'où la suppression du secrétariat d'État chargé de l'eau. En attendant l'action du ministère désormais en charge, des citoyens assoiffés envient l'eau potable utilisée pour remplir les piscines et arroser pelouses en tout genre. Les nappes phréatiques se vident, victimes d'un manque de contrôle sur les forages à tout va. Les 140 barrages que compte notre royaume ont du mal à assouvir les besoins croissants en or bleu. L'offre a donc certes été largement traitée, mais la demande pas assez. Pour terminer, un rappel académique de la définition de la gestion de l'eau s'impose. La gestion de l'eau, qu'est-ce que c'est bien ? C'est l'activité qui consiste à planifier, développer, distribuer et gérer l'utilisation optimale des ressources en eau, des points de vue qualitatifs et quantitatifs. Où en est-on dans tout ce process ? Élément de réponse avec les invités qui ont accepté l'invitation d'Éco-Débat ce soir. Tout d'abord, Omar Benjeloun, directeur de la recherche et de la planification de l'eau. Bonsoir. Bonsoir. En face, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II Ali Hamani. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Merci madame pour l'invitation. J'ai également le plaisir de recevoir le directeur du pôle industriel à l'Office national de l'électricité et de l'eau, Abdallah Jahid. Bonsoir et bienvenue à vous aussi, monsieur. Bonsoir madame. Alors tout d'abord, parlons, n'est-ce pas messieurs, de la situation actuelle. Est-ce qu'elle est alarmante ? Est-ce qu'on a eu une bonne pluviométrie ? Bien sûr, je m'adresse à Omar Benjeloun qui représente donc la tutelle et le ministère. Qu'est-ce que cette année a donné en termes de remplissement, de retenue des barrages et de la situation de l'eau au Maroc ? Merci beaucoup. Donc la situation, je pense, n'est pas alarmante puisque nous disposons à peu près d'un taux de remplissage de près de 60%. C'est à peu près de 9,4 milliards de mètres cubes. C'est une réserve importante dans nos barrages qui permettront d'assurer l'approvisionnement en eau potable de l'ensemble des villes sans aucune difficulté et également assurer l'approvisionnement de l'irrigation pour terminer cette campagne agricole, mais également pour commencer la prochaine campagne agricole sans difficulté. Nous avons eu des apports importants en début d'année, malgré les faibles précipitations, grâce à la capacité de stockage dont dispose le Maroc, qui est près de 18 milliards de mètres cubes. Nous avons pu stocker ces ressources en eau qui nous sont parvenues en début d'année. Et c'est d'où l'importance des barrages pour la régularisation aussi bien annuelle qu'interannuelle des ressources en eau de surface. Qu'en est-il des régions, par région ? Est-ce qu'il y a des régions qui s'en sortent bien naturellement ? La question ne se pose même pas. Des régions qui s'en sortent mieux que d'autres ? Bien sûr, les régions du Nord, il y a un taux de remplissage très important qui dépasse les 70%, notamment pour le Nord et le bassin du Bourg-Grec et le bassin du Sebou. Il y a bien sûr les bassins du Sud qui ont un taux de remplissage qui tourne autour de 50 à 40%. Très bien. Donc, mais tous ces stocks sont suffisants pour assurer l'approvisionnement en eau potable des villes sans difficulté, puisque nous prévoyons un stock pour 2 ans, sans pluviométrie pour l'ensemble de nos villes et nos centres urbains. Alors, vous avez parlé de l'agriculture, vous avez parlé aussi, nous allons y venir, n'est-ce pas, de cet apport de l'eau pour l'agriculture. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, l'eau qui est utilisée pour l'agriculture, Sihmani ? L'eau dont on
dans sa globalité, à la fois l'eau, ce qu'on appelle l'eau verte, l'eau de pluie, mais également l'eau bleue, l'eau qui coule dans les rivières, qu'on stocke dans les barrages, et aussi maintenant l'eau grise, qui est l'eau usée et traitée. Ça représente en tout cas la vie tout court, et c'est un vrai moteur de développement du Maroc maintenant, grâce à son agriculture. Si je reviens un petit peu par rapport à votre question sur la situation actuelle, je pense que si je viens de dire que, bien entendu, la situation n'est pas alarmante, mais il y a quand même un déficit. Et pour l'agriculture, le problème, c'est l'irrégularité des apports. C'est-à-dire que cette année, on a eu de bonnes pluies jusqu'à décembre. Puis il y avait une période sèche. Et c'est cette période-là qui, parfois, pour les céréales par exemple, en pluvial, représente une phase critique dans le développement et la croissance des cultures. Et s'il n'y a pas de pluie pendant cette saison, en fait, toute la campagne, ou en tout cas les céréales la campagne céréalière peut être compromise. Donc ce que vous dites en fait, c'est que ce taux de l'agriculture dans la consommation de l'eau, il varie selon la pluviométrie. Je suis en train de parler de façon générale. D'accord. Juste pour dire qu'en fait, grâce justement à cette politique des barrages, la politique de l'eau, accompagnée également par la politique agricole, qui consiste essentiellement en l'aménagement hydro-agricole à l'aval des barrages. Oui. Cette année, je pense, 3,5 milliards ont été alloués à l'agriculture. Juste comme ça, on donne des chiffres aussi pour les téléspectateurs. Voilà. Juste pour qu'ils se retrouvent un peu par rapport au barrage. Il faut savoir que la réserve théorique, en tout cas des 140 barrages, détrompez-moi si je parle bien sûr sous votre contrôle, M. Bijloun. Il ne faut pas confondre, il y a deux choses différentes. Il y a la capacité de stockage. Très bien. La capacité de stockage de nos barrages, c'est 18,6 milliards de mètres cubes. Très bien. Et il y a bien sûr la ressource qu'il y a dans ces barrages. Donc l'eau qu'il y a dans les barrages. C'est-à-dire maintenant, nous avons... nous ne sommes même pas à 18. Ça dépend. Là, on est à 60%, c'est 60% des 18 milliards. D'accord. Et il y a autre chose, il y a la capacité de stockage, il y a les ressources naturelles, c'est-à-dire les apports d'eau qui coulent dans nos rivières. En année moyenne, nous avons à peu près, en année moyenne, 18 milliards. Donc une année, on peut avoir 5, c'est-à-dire quand on a une année... Et une fois, on peut avoir 50 milliards. Donc nous avons une très grande irrégularité des apports d'eau dans nos rivières. Et les capacités de stockage qu'il y a dans ces barrages permettent de régulariser. C'est-à-dire, une fois quand on a 50 milliards, elles permettent de stocker pour les années où il n'y a pas d'eau. Donc c'est ça le rôle de cette capacité. Et dans nos programmes, bien sûr, nous envisageons d'augmenter cette capacité pour la doubler, pour qu'on ait même 2 fois la capacité soit l'équivalent de 2 fois les apports moyens annuels, pour qu'on ait une capacité presque de 36 milliards. Très bien, c'est intéressant. Je le laisse peut-être finir son idée. Donc nous étions à 3,5 milliards par rapport à cette année écoulée, de 2018-2019, la campagne. On avait cette année réservé 3,5 milliards pour l'agriculture, et de laquelle on a consommé pratiquement la moitié jusqu'à maintenant, parce que l'année était relativement sèche. Maintenant, il reste les 50%. Et ces 50% doivent être à la fois utilisés pour sauvegarder le patrimoine arboricole, l'arboriculture, les arbres fruitiers, mais en même temps permettre le démarrage de la prochaine campagne agricole. C'est très important, d'où la nécessité de gérer la ressource d'une manière parcimonieuse, d'une manière rationnelle, pour qu'on puisse démarrer la prochaine campagne, Inch'Allah, d'une manière normale. Très bien. Alors, on a parlé d'agriculture, l'industrie s'impose, parce que l'industrie est consommatrice aussi d'eau. On a tendance à l'oublier, n'est-ce pas, Monsieur Jahid? On oublie que l'industrie, on oublie que l'industrie consomme beaucoup d'eau. Combien consomme-t-elle dans notre pays? Bon, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, il gère surtout l'alimentation en eau potable des populations, et par conséquent, donc, nous, pour la ressource, nous la gérons en concertation avec le département de l'eau. Nous sommes un utilisateur. Et donc, si je reviens un peu plus en amont vers les barrages, donc, il y a des dotations qui sont dédiées à chaque secteur.
Donc il y a une partie qui est dédiée à l'agriculture, une partie qui est dédiée à l'alimentation potable et industrielle. Donc le plus gros est par l'agriculture. Mais en deuxième lieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'alimentation en eau potable. L'eau potable, très bien. Et la priorité, elle est donnée à l'alimentation en eau potable. Dans les années où on a une année sèche et les barrages atteignent, par exemple, un niveau trop bas, la priorité, elle est donnée à l'eau potable et par conséquent, on arrête carrément l'irrigation dans quelques cas. Donc, par priorité, c'est l'eau potable qui est prioritaire. Très bien. Donc, mais de toute manière, nous, en tant qu'utilisateurs, nous planifions et nous programmons l'alimentation en eau potable des populations et bien sûr des industries en étroite concertation avec le département de l'eau qui est le gestionnaire de la ressource. Très bien. Alors, du coup, combien consomme chacun? Donc, là, le plus gros... Pour l'Office, le volume produit, les chiffres officiels pour la fin de 2018, donc on a produit 1,14 milliard de mètres cubes qu'on a utilisé pour alimenter, bien sûr, les populations à travers le Maroc. Très bien. Je voudrais juste donner une proportion pour nos téléspectateurs. C'est pour la consommation, 85%, c'est la consommation agricole. Très bien, voilà. 12%, c'est l'eau potable et 3% pour l'industrie. Mais il faut dire que l'industrie, un des plus grands consommateurs industriels, qui est l'OCP, l'Office chérifien de phosphate, s'oriente vers une politique qu'on appelle d'économie circulaire. Il s'oriente de plus en plus vers l'utilisation des ressources non conventionnelles, comme la réutilisation des eaux usées ou le dessalement de l'eau de mer, pour diminuer la pression sur les ressources conventionnelles. Pour vous donner une idée sur les proportions. Mais quand on dit que c'est la source d'eau potable, justement, qui prend qui est une nécessité. Quand on parle de cette eau potable, qu'est-ce qu'on en fait de cette eau potable? Parce qu'il y a cette eau potable qui arrose des pelouses, comme je disais un peu plus tôt, et qui remplit des piscines. Mais du coup, en fait, ça rentre dans tout, dans tout usage de cette eau potable. Bon, l'eau potable, comme son nom l'indique, c'est pour la consommation humaine. Ça, c'est la priorité humaine. Mais maintenant, pour l'usage, il faut qu'il y ait une sensibilisation, notamment dans notre pays où il y a ce problème-là de rareté de l'eau. Une sensibilisation forte est menée par l'Office pour sensibiliser les gens à l'utilisation de l'eau. Déjà pour l'économie. Donc nous sommes, si on peut le dire, nous sommes l'établissement unique au Maroc qui demande aux consommateurs de ne pas consommer. Donc c'est dans un objectif d'économie de l'eau. Donc tant que les gens ne consomment pas beaucoup, automatiquement on a de la réserve et on peut faire face à la pénurie d'eau. Quand vous dites les gens, c'est aussi les communes qui arrosent tous les espaces verts des villes et des autres centres urbains avec de l'eau potable. Oui, effectivement, l'eau potable, sa finalisation finale, c'est clair, mais maintenant, l'utilisation par les utilisateurs, ça varie. Bien sûr, nous, on préconise à ce que l'eau potable qui coûte de l'argent. Combien ça coûte? Ça dépend. Si on parle des eaux souterraines, de nappes, bien sûr, après, bien sûr, des analyses physico-chimiques, ça nécessite seulement une chloration, un pompage, et donc c'est moins cher. Si on parle des eaux de barrage, ça c'est un traitement très poussé, moyennant l'utilisation de produits chimiques pour enlever tout ce qui est sédiments, etc. Puis vient la stérilisation, ça coûte plus cher. Mais si on passe au dessalement, ça coûte encore plus cher. Par exemple, pour le dessalement, ça coûte à une moyenne de 10 dirhams le mètre cube. Donc si on s'amuse à arroser des espaces verts ou bien remplir des piscines par une eau qui coûte 10 dirhams le mètre cube, alors que le consommateur il le paye à moins de 5 dirhams, ça se voit. Donc nous, notre mission, c'est de donner de l'eau à la population. Et on demande aux gens d'utiliser d'autres ressources pour tout ce qui est arrosage, pour tout ce qui est remplissage de piscines, etc. Mais nous, notre mission, c'est de traiter de l'eau, de le mettre à la disposition de la population pour, bien sûr, l'utilisation de consommation d'eau. Quelles sont les alternatives pour le coup? Juste pour revenir à cette question d'arrosage, donc, pour l'arrosage, il y a une politique volontariste de la part de l'État pour encourager l'arrosage des espaces verts et également des golfs par la réutilisation des eaux usées. Et au niveau de notre ministère, il y a des conventions qui sont signées avec les distributeurs et également avec les opérateurs privés, le cas de Tanger et Tétouan,
Et tous les espaces verts seront arrosés à partir de la réutilisation des eaux usées. Le cas de Marrakech, où il y a des conventions qui sont signées. Et tous les ces prestataires, excusez-moi de vous interrompre, ces prestataires justement qui se chargent de cette gestion déléguée de l'eau et de l'assainissement, est-ce qu'ils ne font pas payer une taxe justement aux consommateurs et à l'État aussi, enfin dans leur cahier des charges, qui fait qu'ils doivent normalement traiter ces eaux usées? Non, ils doivent être, parce qu'il faut, une fois qu'on l'a traité, pour qu'elle puisse être réutilisable, il y a un traitement supplémentaire qu'on appelle le traitement tertiaire pour qu'il puisse être, parce que sinon il y a des risques de maladie. Donc il y a un traitement supplémentaire. Qui dit traitement supplémentaire dit que ça génère un coût supplémentaire. Et l'État, pour encourager la promotion de la réutilisation, mais si j'ose dire la main à la poche, pour promouvoir la réutilisation, parce que quand on fait de la réutilisation, c'est un peu tous des investissements en amont qui sont évités. C'est-à-dire c'est des barrages qu'on peut retarder, dans la réalisation peut être retardée, au dimensionnement des conduites qui peut être aussi redimensionné d'une manière. Donc c'est des coûts que, in fine, l'État, du point de vue économique globalement, est gagnant. En fait, est-ce qu'il y a une nuance de sémantique entre traitement des eaux et recyclage des eaux usées? Oui, parce qu'il y a des eaux qui sont traitées, notamment dans le secteur industriel, qui sont traitées mais qui sont rejetées dans les égouts. Non, mais il y a des normes, c'est-à-dire un industriel ou n'importe quel pollueur, avant de rejeter, il doit bien sûr traiter. Il y a des normes de rejet. Oui. S'il ne satisfait, parce que pour avoir ces normes de rejet, il doit être autorisé, et sinon il est sanctionné. Très bien. Donc normalement, il y a une réglementation qui empêche tout cela. Moi, je parle plutôt de la réutilisation. Donc c'est un traitement supplémentaire par rapport à ce qu'il y a dans la réglementation pour avoir une ressource additionnelle, qui est une ressource non conventionnelle. Et l'avantage de cette ressource, c'est qu'elle ne subit pas les effets des changements climatiques. C'est une des seules ressources qui n'est pas impactée par les changements climatiques. Parce que les eaux usées sont produites d'une manière permanente. Elles sont là. Et donc, ça nous permet d'être plus robustes et d'encaisser les effets du changement climatique. Qu'en est-il pour l'arrosage, pour l'irrigation, pardon, l'arrosage. On a parlé d'arrosage maintenant. Qu'en est-il pour l'irrigation, Ali Hamani, par rapport à ces eaux utilisées pour l'irrigation? 85% quand même, c'est Permettez-moi de revenir sur ça, s'il vous plaît. Je pense que l'originalité de notre pays, c'est qu'elle accorde de l'importance à l'homme, à l'alimentation en eau potable. Et c'est pourquoi, Zahid tout à l'heure disait que la priorité, c'est l'eau potable. Et je pense, je parle sous contrôle des collègues, qu'il y a toujours une réserve au moins de 3 ans disponible pour l'eau potable dans les barrages marocains. Ça, c'est important. Maintenant, pour l'agriculture, une fois que l'eau potable est servie, l'industrie également, le reste va vers l'agriculture. Mais l'agriculture n'utilise pas tout le reste. Il y a bien entendu, dans certains bassins excédentaires tels que le Rarble, le Kos, il y a une grande partie de l'eau qui va vers la mer, parce qu'on n'a pas encore d'ouvrage de stockage, notamment, par exemple, pour le Soubou. Et par conséquent... C'est de l'eau douce qui va vers la mer, ces barrages-là. Oui, c'est pas les eaux de barrage, en fait, c'est des eaux excédentaires qui vont vers la mer lorsqu'ils ne sont pas stockés dans les barrages. Très bien. Et parfois, il y a beaucoup d'eau qui échappe au stockage. Donc, et du coup, en fait, ce pourcentage de 85, il est un petit peu surestimé. Et l'agriculture... C'est pas propre au Maroc, n'est-ce pas? Non, c'est général. À l'échelle mondiale, c'est 70%. Voilà. Mais à l'échelle du Maroc, je pense que l'agriculture consomme moins, parce que l'agriculture, c'est un secteur qui connaît beaucoup de restrictions aussi en termes de ressources. Donc, je disais tout à l'heure, une fois que l'AOPI, enfin l'eau potable et industrielle est desservie, donc c'est l'agriculture. Mais je dirais aussi, c'est grâce à ces barrages, à l'infrastructure hydraulique, parce que les barrages à eux seuls ne suffisent pas. Donc il faut toute une infrastructure hydraulique de transport, de distribution, comme d'ailleurs pour l'eau potable et l'assainissement, tous ces ouvrages-là qui permettent d'acheminer l'eau vers les périmètres irrigués. Et dans des situations telles que cette année, là encore, il y a des priorités. La priorité des priorités, dans les périmètres irrigués marocains, c'est l'arboriculture. Parce que les arbres... N'est-ce pas celle-ci même qui consomme beaucoup d'eau? Là, je ne pense pas. En fait, il faudrait nuancer. En fait. On y reviendra tout à l'heure, peut-être, lorsqu'on va parler de la allez-y, nuancer quoi?
En fait, une plante consomme ce qu'elle doit consommer comme l'humain. Donc elle a des besoins physiologiques, elle les consomme. Et tout est fait maintenant, notamment grâce au plan Maroc Vert, au programme national d'économie d'eau en irrigation, à ce passage d'un système d'irrigation classique vers un système d'irrigation localisée où l'on maîtrise l'apport à la plante. C'est ça Combien nous en sommes à combien de ce taux de maîtrise de la consommation d'eau? Parce qu'il y a beaucoup de pertes d'eau dans ces 85%. Beaucoup d'eau dans l'irrigation agricole est perdue. C'est un fait. Oui, c'est un fait, mais c'est de l'eau qui est utilisée pour produire. Ne l'oublions pas. Au-delà de l'eau qui va vers la plante, comme vous dites, et qui va pour produire ce fruit ou ce légume, beaucoup d'eau est perdue dans l'agriculture. Le taux de rendement, absolument. Je pense que les choses ont beaucoup évolué depuis 2008, depuis le démarrage du plan Maroc Vert. Est-ce que c'est chiffré, cette évaluation dont vous parlez des techniques d'irrigation? Est-ce qu'on a un taux chiffré? Moi, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que grâce au passage à l'irrigation localisée, au moins déjà, on a évité les pertes dues au transport, et qui étaient importantes de 10% à peu près. Et puis, on a maintenant des techniques que les agriculteurs peuvent utiliser pour maîtriser l'irrigation, la pratique de l'irrigation. Le problème, quelque part, n'est pas dans la technique. Le problème est parfois dans les pratiques qu'utilisent certains agriculteurs pour irriguer, et c'est normal. Par exemple, même au milieu urbain, nous-mêmes, lorsqu'on utilise de l'eau au quotidien, on n'est pas sûr en fait, de l'économiser. On le gaspille. Et par exemple, se raser, il y a ceux qui se rasent avec une tasse d'eau, il y a ceux peut-être qui se rasent avec 5 ou 10 litres d'eau. C'est la même chose pour l'agriculture. L'agriculture maintenant, mais ce n'est pas les mêmes volumes. C'est pas les mêmes volumes quand même. Madame aussi, c'est pas la même maîtrise. Il faut être agriculteur pour savoir qu'est-ce qui est irrigué. Maîtriser l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniques, par exemple les eaux usées pour l'agriculture? Est-ce que ça a déjà été pensé peut-être pour le Maroc? Oui, on y est. La réutilisation est une donne maintenant. Comme disait Sébastien Gelot, il y a les espaces verts, mais il y a aussi, on pense beaucoup. D'ailleurs, c'est un débat au quotidien entre le département de l'eau et le département de l'agriculture pour promouvoir la réutilisation des eaux usées en agriculture. Et d'ailleurs, ça se fait partout dans le monde. Je pense que dans nos voisins, les Tunisiens, je pense qu'ils avaient démarré ça depuis les années 70. Ils ont quelque part réussi. Je pense, comme disait tout à l'heure Sébastien Gelot, c'est important. C'est une ressource maintenant qu'il faut considérer et qu'il faut l'utiliser à la fois pour l'arrosage des espaces, des terrains de sport et aussi en agriculture. Très bien. Je voudrais juste, avant de terminer cette première partie, revenir sur ce stress hydrique et ce rapport de l'ONU. Donc le stress hydrique au Maroc est à des niveaux très élevés, n'est-ce pas, Omar Benjeloun? Est-ce qu'on est dans la moyenne de notre région? Juste pour revenir à cette définition du ratio du stress hydrique, c'est un ratio, la ressource naturelle dont on dispose sur la population. Absolument. Et il y a deux niveaux. Donc le premier niveau, si on est au-dessus de 1000 mètres cubes par habitant par an, on n'a pas de problème. Au-dessous de ce seuil, on considère qu'on est dans le stress hydrique. Et si on descend en dessous de 500, on dit qu'on est au niveau du seuil de pénurie. Nous sommes à combien aujourd'hui? Nous sommes au Maroc à 625 mètres cubes par habitant. Donc nous sommes dans on frôle, c'est-à-dire bien sûr avec l'accroissement. Puisqu'en 1960, on était à peu près 12 millions. Donc on est presque le triple, donc on était à un taux de presque 1800. Et puis on consomme plus parce que l'eau est... Non, il suffit de tourner un robinet et pas aller la chercher ailleurs. C'est un ratio qui est mathématique. C'est-à-dire plus la population augmente, c'est la même ressource qu'on partage. Mais ce n'est pas le même ratio de consommation d'eau. C'est-à-dire la population peut être multipliée par 2 et la consommation d'eau peut être multipliée par 4 ou 6. Non, ça c'est un ratio de ressources naturelles. C'est-à-dire c'est les ressources naturelles sur la population. Plus la population augmente, plus le ratio il diminue. Puisque si on se projette dans l'avenir, si on se projette des horizons 2030-2040, ce ratio va diminuer. C'est-à-dire on s'approche inexorablement vers le 500
avec l'accroissement de la population. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette ressource naturelle. C'est-à-dire il faut la maîtriser. Parce qu'il y a des pays qui ont peut-être 1800 mètres cubes par habitant, mais qui ont des problèmes énormes, parce qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser cette ressource. Comme quel pays, par exemple? Je ne sais pas, il y a des pays, par exemple en Afrique, où il n'y a pas des barrages. C'est-à-dire, il se peut qu'on ait cette quantité d'eau en l'espace d'un mois et elle part vers l'océan. Si on ne la maîtrise pas, on aura des problèmes. Donc, le plus important, il y a des pays qui ont 100 mètres cubes par habitant et par an et qui n'ont pas de problème d'approvisionnement aussi bien des villes que de l'agriculture. Donc, c'est un problème de maîtrise de la ressource. C'est un ratio qu'utilisent les Nations Unies pour comparer les ressources naturelles entre pays. Et il les rapporte à la population pour avoir des ratios comparables. Très bien, messieurs, je vous propose de continuer cette discussion juste après cette courte pause. Merci à tous de rester avec nous, à tout de suite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Éco-débat s'intéresse aujourd'hui à une ressource vitale et à sa gestion pour ne pas tomber à sec. C'est donc le thème de cette émission. Avant la pause, on parlait de ce rapport de l'ONU sur le stress hydrique et qui place malheureusement le Maroc dans ce classement, en tout cas parmi les pays qui subissent justement ce stress hydrique. Le représentant à ma gauche, le représentant de la direction de l'eau et du département de l'eau au ministère vient nous expliquer qu'en fait tout était relatif par rapport à cet indice de l'ONU du stress hydrique. Je voudrais peut-être qu'on évoque justement, quand on parle de stress hydrique, est-ce qu'on parle que de quantité ou il s'agit aussi de qualité de l'eau? Monsieur Jahed. Bon, je pense quand on parle de nappe ou bien volume de réserve en eau, c'est l'eau d'une manière générale. Maintenant, en eau, quelle que soit sa qualité, il peut être traité et devenir potable, ou bien réutilisé pour un besoin bien déterminé. Très bien. Bon, par exemple, pour les ressources de terrain, il y a des ressources qui sont douces et qu'on peut utiliser pour la boisson, la consommation humaine, moyennant une désinfection seulement. Par contre, il y a d'autres nappes qui sont chargées soit en nitrate, soit en d'autres matériaux, en fer, en manganèse, et qui nécessitent un traitement très poussé. Donc, c'est deux nappes qui présentent des qualités différentes, mais ils peuvent toutes être utilisées pour l'alimentation en eau potable, moyennant bien sûr des traitements. Et quand on dit traitement, c'est un coût supplémentaire. Également pour les eaux usées. Donc, les eaux usées, on parlait tout à l'heure que c'est une ressource non conventionnelle. Le Maroc a fait un grand pas depuis l'année 2000 et au niveau de l'Office, on a réalisé depuis environ une centaine de stations d'opération. Dans un objectif primaire qui est la protection de la ressource en eau. On ne doit pas rajouter des eaux usées brutes parce que ça peut attaquer la nappe et par conséquent, on peut perdre toute la nappe dans les régions avoisines. Également, c'est la protection de l'environnement. Et vient par la suite la réutilisation. Donc la réutilisation, c'est un traitement très poussé. Et pour les stations dont nous disposons, nous produisons des eaux upérées de l'ordre de environ 150 millions de mètres cubes par an. Donc c'est un volume très important. Donc on pense à l'avenir de renforcer ce volet-là, réutilisation, qui nécessite bien sûr un partenariat, pas seulement de l'ONE et le département de l'eau, mais également des utilisateurs, notamment le ministère de l'Agriculture, le ministère du Tourisme, notamment les golfs. Et je donne un exemple. Actuellement, on est en train d'achever un grand projet, c'est l'utilisation des eaux upérées de Ain Aouda pour l'arrosage du golfe royal. Donc, il y a un partenariat entre l'ONE, le département de l'eau, le golfe royal et bien sûr le ministère de l'Intérieur et qui va nous permettre, bien sûr, d'économiser l'utilisation d'eau douce. C'est un projet pilote qui peut être peut-être appliqué à d'autres golfs du royaume. Donc, et pour aller dans ce sens, il faut bien sûr passer à un traitement tertiaire, comme a dit Steve Jloun, parce que nous, à l'Office, notre mission, c'est de rejeter une eau qui, bien sûr, respecte quelques normes pour la protection de l'environnement, pour la protection de nos ressources en eau. Très bien. Pour la protection de nos ressources en eau, on parle de gestion de l'eau, je voudrais qu'on parle de la gestion des barrages. Alors, vous avez parlé de quelques 130 millions de mètres cubes par rapport à l'eau réutilisée. Moi, je sors cet autre chiffre. 75 millions de mètres cubes, c'est ce que représente la perte annuelle du fait de l'envasement des barrages. C'est pas beaucoup? Tout d'abord, pour l'envasement, c'est un phénomène naturel.
Donc, puisque c'est dû à l'érosion et les sédiments qui nous parviennent à partir des cours d'eau. Donc, cette problématique est prise en compte dès la conception des barrages. Quand on construit un barrage, dans son dimensionnement, on prévoit ce qu'on appelle une tranche morte. C'est une tranche qui est destinée à stocker la vase pendant 50 ans. Donc, c'est dans la conception. Et également, il y a des actions, quand on a des apports d'eau importants, des crues, on appelle dans le cadre de la gestion de ces barrages, on fait des charges d'eau pour diminuer cette vase. Et également, il y a des actions qui sont en amont, des actions préventives en partenariat avec le Haut Commissariat aux eaux et forêts. Tous nos projets de barrage, une fois qu'ils sont planifiés, sont partagés avec le Haut Commissariat pour qu'il puisse, à son tour, commencer l'aménagement des bassins versants pour réduire ce phénomène naturel. Comme vous l'aviez dit, c'est 75 millions de mètres cubes par an, mais plus on augmente la capacité de stockage au niveau national, plus la capacité de la vase qui va venir va être plus importante. Parce que c'est mathématique, donc peut-être quand on aura plus de barrages, ce taux de 75 peut atteindre même 100 millions de mètres cubes. Et il faut déjà, dans notre planification, tenir compte de cela. L'autre aspect, une fois, parce que comme c'est un phénomène naturel, et du fait de l'envasement, chaque barrage il a une durée de vie, et de plus en plus, il y a des projets de surélévation de barrages pour récupérer la capacité qu'il avait initialement. C'est le cas d'un barrage très important qui est le barrage Mohamed V, dans le bassin de Melouia. On va le surélever pour avoir une capacité de près de 1 milliard de mètres cubes qui pourra desservir toutes les villes de l'Oriental, mais également le périmètre de la basse Melouia. Alors, oui, peut-être une réaction, Sihmani. Juste en complément, je pense qu'il y a, comme je l'ai dit au début, il y a une ressource qui est quand même importante et qu'on a tendance à négliger, c'est l'eau de pluie. Au Maroc, je pense en moyenne, il pleut 140 milliards et nous, on peut mobiliser 22 milliards. Le reste, il est évaporé ou il est perdu dans la nature. Et bien entendu, c'est ce qui est utilisé pour la production pluviale, dans ce qu'on appelle au Maroc les zones bourgs. Par rapport à ce que disait Sima Jeloun, en plus du rôle que peut jouer tout ce qui est programme d'aménagement à l'amont des barrages, il y a le rôle que peuvent jouer ces aménagements dans la conservation des eaux et des sols également, et éviter les envasements du barrage. Vous savez que si un bassin versant n'est pas planté, la vitesse d'écoulement est très rapide et l'eau alimente rapidement les barrages et avec, il charrie les éléments solides qui partent par érosion. Si par contre, le bassin est planté, l'eau elle est beaucoup plus infiltrée. Et lorsqu'on dit de l'eau infiltrée, c'est de l'eau qui va vers les nappes phréatiques. C'est une eau qui va s'écouler en douceur et alimenter au fur et à mesure, le long de l'année, les barrages. Ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi un grand effort, à mon sens, à faire par le Maroc pour mieux valoriser les eaux pluviales. Il y a des pratiques maintenant d'agroforesterie, par exemple, d'agroécologie, des pratiques de conservation des eaux et des sols qui vont nous permettre de produire plus avec ces eaux de pluie, plus qu'on fait actuellement. Et d'ailleurs, à l'échelle mondiale, il y a à peu près 60% de l'agriculture qui est produite par le pluvial. 40%, c'est de l'irrigué, dans laquelle il y a essentiellement beaucoup Maroc, de choses. On n'a pas les mêmes taux. Au Maroc, on est à peu près à 16% on est à 16% d'irrigué. Et le reste, c'est du bourg, c'est des zones pluviales. 84% de pluviométrie, 16% d'irrigué. Exactement. Très bien. Alors, peut-être une réaction à Amal Benjeloun. Et avant, je voudrais juste peut-être faire réagir l'ONE par rapport... Vous avez parlé de nappes phréatiques. Est-ce qu'il y a un contrôle sur le pompage de ces nappes phréatiques aujourd'hui au Maroc ? Et qui fait ce contrôle ? Et c'est le département de l'eau qui le fait. Donc, il y a un contrôle. Ouais. Il y a même maintenant les orientations de haut niveau vont vers la rationalisation de l'utilisation d'une nappe et s'adresser vers les ressources superficielles. Donc, on ne s'adresse vers une nappe ou bien une ressource souterraine qu'en cas où on a besoin. Donc, il y a, comme a été dit au début par M. Amar Benjeloun, il y a des nappes stratégiques
qu'on ne touche pas pour le moment. Donc il faut chercher toujours d'autres alternatives pour les laisser comme nappe stratégique. Donc il y a un contrôle du niveau et du débit même pompé. Mais bien sûr, de temps en temps, on trouve parfois des surexploitations de part et d'autre. Bien sûr, que ce soit pour l'agriculture ou pour les usages privés. Effectivement. Une réaction, Amar Benjeloun, et notamment par rapport à cette question de forage de puits. D'accord. Non, c'est juste pour revenir à l'importance des ressources en eau souterraine, parce que c'est des ressources qui approvisionnent de nombreux centres. Il y a de nombreux centres qui sont approvisionnés exclusivement à partir des eaux souterraines. Une centaine de nappes phréatiques répertoriées au Maroc. Hein, c'est-à-dire il y a des petits centres ou des petites villes qui sont alimentés qu'à partir des eaux souterraines. Donc ils n'ont pas de ressources de substitution. S'il n'y a plus de ressources souterraines, ils risquent d'avoir des problèmes. Il y a des villes où il y a la ressource en eau souterraine, elle représente une partie importante de l'approvisionnement. Et surtout en cas de sécheresse, ça peut être une ressource stratégique. C'est le cas qu'on a vécu pour la ville de Hoceima, où le niveau du barrage Abdelkrim Khattabi a été à un niveau très bas il y a 2 ans. Et c'est grâce aux ressources en eau souterraine que nous avons pu approvisionner la ville de Hoceima correctement. Donc c'est une ressource en eau importante. Et le législateur, dans le cadre de la loi 3615, il a prévu le contrôle. Le contrôle à travers ce qu'on appelle la police de l'eau. Et la police de l'eau, elle est exercée bien sûr avec les agents du département de l'eau, les agences de bassin hydraulique qui sont au niveau du territoire, mais également les autres départements comme les offices de mise en valeur agricole et peuvent exercer également le rôle et la mission de la police de l'eau, et également avec le ministère. Que fait cette police de l'eau, par exemple, si il y a une infraction qui est soulevée ? Ils font comme quand on fait une infraction dans la circulation de la route, ils font un PV, et ce PV est transféré au ministère de la Justice qui suit son cours. Donc c'est exactement comme quand on grille un feu rouge. Mais par exemple, quand on grille un feu rouge ou quand on fore, on fore un puits et qui dépasse justement la profondeur qui est établie et autorisée. Normalement, il y a une autorisation qui est délivrée par l'agence de bassin qui définit exactement la profondeur du puits et le débit qui est autorisé. S'il y a un dépassement, il y a un contrôle et il y a un PV qui est établi pour rétablir la situation. Très bien. Si vous permettez. Oui, bien sûr, M. Ahmed. Je prends le côté agricole en fait, de la gestion des ressources en eau souterraine. Vous savez qu'au Maroc, lorsqu'on parle de la gestion de l'eau en agriculture, on sous-entend surtout la gestion des grands périmètres irrigués, qui sont au nombre de 9 au Maroc, et qui font à peu près 680 000 hectares au total, sachant que le total irrigué au Maroc est de 1,5 million d'hectares. Il y a aussi au Maroc un autre type d'irrigation, qui est l'irrigation privée. Et puis un troisième qui est la petite et moyenne hydraulique. L'irrigation privée a une caractéristique, c'est qu'elle est essentiellement alimentée par les ressources en eau souterraines. C'est le cas par exemple de la plaine de Sousse, les zones côtières. Mais on a assisté avec les avènements des sécheresses au développement de ce système d'irrigation à l'intérieur même des périmètres irrigués. C'est le cas par exemple du périmètre irrigué du Tedla, qui fait à peu près 100 000 hectares. Et là, on a une prolifération des puits et forages. À un certain moment, l'État a encouragé, on se rappelle des années 80, au début des années 80, il y avait une sécheresse, et l'État a encouragé, parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le barrage Bilouiden, et l'État a encouragé les agriculteurs à creuser des puits. Donc, en l'espace de 5 ans, même pas, il y avait 9000 puits creusés. Donc c'est des puits et des forages qui sont très très anciens. Bien entendu, la loi est venue après. La loi 1095 puis la 3615 sont venues après. Donc ce qui fait que ces gens-là avaient des forages. Le problème du contrôle, c'est qu'on a une multitude, on peut estimer, si je peux me contredire, à peu près 100 000 points d'eau de captage des eaux souterraines au Maroc. C'est énorme. Et vous imaginez... 100 000 à l'échelle de tout le royaume. De tout le royaume, oui. Et imaginez que la police des eaux ne peut pas contrôler tout. C'est pourquoi le département de l'eau et les agents de bassin, pour chacune des nappes, sont en train de mettre en œuvre ce qu'on appelle les contrats de nappe. Et la finalité étant de concéder ou de déléguer la gestion de ces nappes à des communautés, à des associations. Et ça, je pense, ça pourrait être une solution, à mon avis, pour trouver une solution à cette problématique de surexploitation des nappes. Si
De l'autre côté, par rapport à la loi, vous savez qu'au Maroc, la loi considère que l'eau fait partie de ce qu'on appelle le domaine hydraulique public. C'est aussi le cas des eaux souterraines. Et lorsqu'on pompe dans une nappe, ce n'est pas comme un barrage. Une nappe, ça s'étend sur des dizaines de kilomètres carrés. Et donc, c'est très, très difficilement contrôlable. Et lorsqu'on pompe à un point donné, on peut aussi pomper une eau qui peut provenir de 2 kilomètres. Donc, ce n'est pas uniquement limité à la zone où on pompe. Et c'est pourquoi, à mon sens, il serait important d'aller ces contrats de nappe, et à travers ces contrats de nappe, on peut aller vers une gestion concertée et collective aussi, lorsqu'il le fait. On a des exemples, à Sousse notamment, où des agriculteurs installent un puits collectif et exploitent d'une manière collective les eaux souterraines. Je pense que ce sont des pistes peut-être à explorer dans l'avenir. En tout cas, nous, du côté, on va dire, recherche, on fait beaucoup de choses sur ça. Je pense qu'il serait important aussi que de parler en fait, du rôle de la recherche en fait, dans la gestion de l'eau au Maroc. Et il y a pas mal d'outils maintenant qu'on peut, et d'instruments, de méthodes qu'on peut utiliser pour améliorer la gestion des ressources en eau souterraines. Alors, je pense que l'idée est claire et il nous reste peu de temps pour peut-être faire le tour des questions qui restent et notamment sur les investissements dans les nouvelles techniques et notamment le dessalement d'eau de mer et aussi le recyclage des eaux usées. Où en est-on au Maroc? Est-ce qu'on ne serait pas un peu à la traîne par rapport à ces nouvelles techniques d'utilisation d'eau, tout simplement, surtout pour un pays qui subit un stress hydrique, comme le rappelle ce rapport onusien? Non, juste pour revenir avant de partir vers les solutions, je pense que la gestion de l'eau au Maroc se fait à travers une planification. C'est-à-dire une planification à l'échelle des bassins et également à l'échelle nationale. Et c'est à partir de cette planification que découlent les projets. Alors, puisque vous parlez de cela, il y a le plan national de l'eau, dont l'horizon de planification a été repoussé à 2050, à 2050. Exact, oui. Donc là, déjà, on n'est pas dans l'urgence. On se donne jusqu'à 2050. Non, le plan national, c'est à travers la nouvelle loi 3615, il a donné un horizon 2050. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des horizons intermédiaires qui ne sont pas définis. C'est-à-dire à chaque horizon, on définit quel est, bien sûr, pour le court terme, il y a un programme qui a été préparé, qui a été présenté à Sa Majesté, qui définit toutes les actions de 2019 jusqu'à 2026, en matière de mobilisation, en matière de gestion de la demande, en matière de protection des ressources en eau. Mais également, pour la gestion de l'eau, il nous faut un horizon très lointain. Pourquoi? Parce que même pour réaliser un barrage, c'est 10 ans d'études avant qu'il voie le jour. Également pour intégrer l'aspect changement climatique, parce que comme vous le savez, les changements climatiques vont impacter les ressources en eau. Donc il faut qu'on ait un document de planification qui intègre cette problématique. D'où la loi 3615 qui a révisé l'horizon. Et c'est, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à travers cette planification intégrée et participative qu'on définit quels sont les projets qui répondent aux besoins qui émanent des territoires. Donc, bien sûr, ça peut être soit un barrage, soit une station de dessalement, soit la réutilisation. C'est dans le cadre de ces documents de planification à l'échelle de bassin que sont faites les affectations des ressources en eau. C'est-à-dire, s'il y a un besoin de station de dessalement, l'ONE sait très bien faire. Il y a le partenariat public-privé aussi, on sait très bien. Mais qu'en est-il en réalité de ce partenariat public-privé, notamment dans ces investissements? Ce sont des investissements lourds et dont le retour sur investissement n'est pas, il est encore sur des horizons assez long-termistes, si je puis me permettre le terme. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt? Est-ce que ce cadre pour un partenariat public-privé dans l'investissement, et notamment dans ces projets-là, qui sont vitaux pour les populations, sont déjà en place? Oui, toute la réglementation est en place. Il y a par exemple un projet très important qui a été défini dans le cadre du programme prioritaire, qui est la station de dessalement pour Casablanca. C'est un projet qui peut être fait en partenariat public-privé. Donc, il y a tout un processus de préparation du projet. Et donc, toute la réglementation qui existe permet de mettre en place des projets. Il y a le ministère de l'Agriculture qui a monté des projets en PPP pour le Ch'touka. Donc, c'est des projets qui existent. Donc, la réglementation le permet. Les technologies, nos techniciens les maîtrisent, donc il n'y a pas de problème. C'est ce que je dis tout à l'heure, la solution,
vient de la planification. C'est-à-dire, si faire un barrage, ça nous coûte 1 dirham, on ne va pas faire une station de dessalement qui nous coûte 10 dirhams le mètre cube. Donc, nous, on choisit les solutions. Ce sont des solutions modernes. Non. Moi, ce qu'on cherche dans le département de l'eau, c'est la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable, par exemple. Ce n'est pas une solution, c'est un bouquet de solutions qui va, par exemple, pour le cas... Pourquoi alors il y a encore 37 villes qui souffrent d'un manque d'approvisionnement? Ça, c'est des petites villes. Même en Espagne, qui est un pays qui a des moyens beaucoup plus importants, ils souffrent de sécheresse comme l'État de Californie, qui a une économie aussi forte que celle de la France. Tous les pays du monde ont des problèmes. Oui, bien sûr. Moi, ce que je veux dire, par exemple, c'est le cas de Hoceima, c'est-à-dire la solution qu'on a optée, c'est une solution de sécurisation avec une multiplication de solutions. C'est-à-dire on aura une station de dessalement, on aura les eaux souterraines et on aura 2 barrages. C'est-à-dire pour sécuriser 100%, il faut avoir plusieurs sources d'approvisionnement. Il faut une multiplicité. Ce n'est pas uniquement une solution qui peut apporter la réponse. Mais je vous sens quand même frileux par rapport à cette question des stations de dessalement d'eau de mer. Non, pas du tout. Juste pour vous dire, nous sommes actuellement en train d'actualiser le plan national de l'eau. Il y a un programme très ambitieux de projet de dessalement de l'eau de mer. C'est-à-dire, je suis frileux par rapport au coût et par rapport au coût, à la capacité de paiement de nos concitoyens. Parce que les tarifs... Est-ce que ça va se répercuter sur le prix de l'eau pour l'utilisateur? Ou bien c'est répercuté au niveau de la tarification, ou bien répercuté au niveau du contribuable. Parce que c'est ou bien l'État qui paye, ou bien l'usager. Oui. Donc c'est ça le... Oui, certainement. Merci en tout cas pour cette réponse franche. Peut-être une réaction de Sijahed, et puis je reviens vers vous. Bon, effectivement, comme l'a été dit par M. Benjelloun, donc le recours à la ressource est planifié, bien sûr, dans le cadre des programmes d'aménagement des ressources intégrées de l'eau. Et bien sûr, on a toujours recours à la ressource qui est disponible. Et bien sûr, la ressource qui est disponible, mais en liaison avec l'investissement. Comme l'a été dit par M. Benjelloun, on pourra réaliser un barrage et l'eau traitée va coûter 2 dirhams ou bien 1 dirham, mais on pourra également réaliser une station de dessalement et l'eau va coûter 12 dirhams. Donc, c'est la priorité des hautes instructions actuellement, c'est aller vers les ressources superficielles. Donc, c'est pour cela, dans le programme qui est préparé par le gouvernement, c'est d'aller vers la construction de nouveaux barrages. Maintenant, dans les zones où la ressource n'est pas disponible et on est obligé d'aller vers le dessalement, on n'a pas le choix. Donc, on va aller vers le dessalement, malgré que le coût de revient d'un mètre cube dessalé, c'est 3 ou 4 fois le coût d'un mètre cube au niveau d'une Mais ça, ce n'est que pour une période, le temps de couvrir les frais d'investissement, enfin l'investissement qui a été fait pour la station. Non, maintenant, après, c'est bon. Avant de penser au coût, on pense à la solution d'alimenter la population en eau potable. Oui, bien sûr. Maintenant, comme vous venez de le dire, les technologies sont bien avancées et maintenant le dessalement, donc le coût de revient, il diminue de plus en plus. Mais, quelles que soient les conditions, ça reste vraiment une technologie qui nécessite une maîtrise importante, des moyens importants et même en exploitation. Par exemple, pour un mètre cube dessalé, que l'énergie elle représente 40%. L'énergie par exemple, un mètre cube qui coûte 10 dirhams, 4 à 5 dirhams, c'est de l'énergie. Donc c'est pour cela, dans les projets futurs, on réfléchit à coupler le dessalement aux énergies renouvelables. Très bien. Et donc, à titre d'exemple, pour l'utilisation de dessalement, maintenant, au niveau de Chouka, au niveau d'Agadir, donc il y a une grande station qui est en cours de réalisation, qui va être utilisée tant pour l'irrigation que pour l'eau potable. Il y a également un projet qui est en cours d'examen pour Dakhla également. Donc, le recours à une ressource, c'est premièrement sa disponibilité et l'investissement correspondant. Ali Hmani, un dernier mot. Oui, juste par rapport à cette question du partenariat public-privé, le Maroc déjà a vécu une expérience réussie au niveau de la zone d'El Garden, dans la région de Taroudant, où l'activité agricole a été carrément abandonnée suite
au tarissement de la nappe phréatique. Et grâce à ce projet de PPP qui a ramené l'eau d'un barrage, du barrage d'Aoulouz, il a alimenté le périmètre. Et maintenant, c'est un opérateur privé qui distribue de l'eau. Maintenant, il y a aussi une autre expérience qui est en train de voir le jour au niveau de la zone de Chtouka, et toujours pour restaurer une nappe qui avait connu l'intrusion marine. Les deux grands projets qui vont être gérés aussi dans le cadre d'un PPP de Chtouka, pour l'agriculture, je veux dire Chtouka, et celui de Dakhla, donc c'est prévu de cette façon. Maintenant, par rapport au dessalement, en fait, le Maroc maintenant a deux alternatives. Soit, on sait tous qu'il y a un excédent au nord et un déficit au sud, donc la solution à un certain moment qui était envisagée, c'est le transfert. Mais si l'on regarde, et d'ailleurs moi je suis d'accord sur le fait que ce plan s'étale d'ici 2050, parce que ça donne plus de visibilité, notamment par rapport à la question du changement climatique. Maintenant, il y a le changement climatique qui est là. La demande est en train d'augmenter, que ce soit du côté de la population, que ce soit aussi du côté économique et du tourisme. Le nord se développe, les zones côtières. Je pense que la solution serait plutôt d'utiliser une ressource abondante qui est l'eau de mer. Et le Maroc, alhamdoulilah, a 3500 km de côte. Et le fait d'utiliser ces eaux-là pour alimenter en eau potable ou l'agriculture pourrait éventuellement être une alternative au transfert de l'eau du nord vers le sud, qui n'est pas aussi une chose facile, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit en termes aussi d'exploitation. D'exploitation d'énergie et de coûts. Merci beaucoup Ali Hamadi, Omar Benjelloun et Abdellah Jahid d'avoir en tout cas éclairé ce débat sur cette ressource ô combien vitale qu'est l'eau dans notre pays. Merci beaucoup messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco Débat. D'ici là, très bonne semaine.